Avez-vous déjà franchi le seuil d'une pièce et senti l'air se figer, comme si le temps retenait son souffle pendant une seconde? C'est ce que j'ai ressenti en poussant la porte de ce cabinet d'avocat du centre-ville. Sol en marbre, fauteuil en cuir. Tout empestait l'argent et la trahison. J'avais encore son message vocal frais dans les oreilles. Étienne, j'ai décidé de demander le divorce. Tu peux parler à mon avocat. Ce sera notre seul moyen de communication à partir de maintenant. C'était tout. Aucune explication, aucune chance de discuter. Juste des mots glacials de la part de la femme à qui j'avais consacré 12 années de ma vie. Alors, j'y suis allé. La réceptionniste a levé les yeux, blonde, sourire hypocrite, cliquetis d'ongles. Avez-vous rendez-vous? Je suis ici pour voir maître Laurent. Ma femme, Nathalie, m'a dit de venir. Quand l'homme est sorti, je l'ai reconnu. Tiré à 4 épingles, un vrai requin de la défense, la quarantaine à peine entamée, mais les cernes sous ses yeux racontaient une autre histoire. Je me suis levé et je lui ai tendu la main. Oui, je suis le mari. Et c'est à ce moment-là que ses mains se sont mises à trembler. Pas un simple petit tremblement nerveux. Je veux dire, elles tremblaient de façon incontrôlable, comme s'il venait de voir un fantôme. Son visage est devenu livide. Il a jeté un coup d'œil par-dessus son épaule, comme s'il craignait d'être observé. C'est là que j'ai su que ce n'était pas qu'une simple affaire professionnelle. Qu'est-ce qui ne va pas, ai-je demandé. Il a tripoté sa mallette, fuyant mon regard. Parlons dans mon bureau. Je l'ai suivi à l'intérieur, mais mon estomac faisait déjà des bonds. Quelque chose clochait. Il a fermé la porte derrière nous, sans s'asseoir. Au lieu de cela, il a fait les 100 pas. Moi non. Je ne savais pas qu'elle vous enverrait ici, a-t-il marmonné. Qu'est-ce que ça veut dire? Elle m'avait dit que vous étiez en déplacement. Mon pouce est accéléré. Je n'ai pas dit un mot. J'ai simplement laissé le silence se refermer sur lui comme une corde de pendu. Le type a craqué en moins d'une minute. Écoutez, je ne voulais pas que ça arrive. Boum. Cette phrase. Cette foutue phrase qu'on n'entend que dans les films ou les séries de bas étage. J'ai plissé les yeux. Que s'est-il passé exactement, Laurent? Il avait l'air de vouloir vomir. C'était l'histoire d'une nuit. D'accord, de quelques nuits. Elle m'avait dit qu'elle allait de toute façon vous quitter. Je jure que je ne savais pas que vous étiez encore. Encore quoi, ai-je craché. Il a finalement levé les yeux, la culpabilité transpirant par tous ses pores. Encore ensemble. Et d'un coup, la vérité m'a frappé en pleine poitrine comme un parpaing. L'avocat de ma femme, celui-là même vers qui elle m'avait envoyé, était l'un de ses amants. La rage est montée lentement, comme de la lave coulant dans mes veines. J'avais envie de renverser son bureau en acajou, de l'attraper par sa cravate en soie bon marché et de lui demander ce qu'il savait d'autre. Mais au lieu de ça, j'ai respiré. Je voulais des réponses plus que je ne voulais me venger. Depuis combien de temps, ai-je demandé? Il a soupiré. 3 mois. Elle est venue pour la consultation de divorce et les choses sont devenues intimes. Évidemment. Nathalie avait toujours été comme ça. Magnétique, manipulatrice, le genre de femme capable de faire croire à un homme qu'il était le roi du monde, jusqu'à ce qu'elle décide de brûler son château pour s'amuser. Je me suis penché en avant. Saviez-vous que nous avions prévu un voyage pour notre anniversaire le week-end dernier? À Paris. C'était son idée. Il a cligné des yeux. Elle m'a dit que vous étiez déjà séparés. Elle était sous moi dans une suite d'hôtels du 7e arrondissement il y a 3 jours. Il a grimacé. Je suis désolé. Je m'en fichais. Il ne s'agissait pas de lui. Il s'agissait d'elle et de la profondeur de cette trahison. Je me suis levé, j'ai boutonné mon manteau et je l'ai regardé dans les yeux une dernière fois. Merci pour votre honnêteté. Maintenant, faites-moi une faveur et restez en dehors de mon mariage. Il a hoché la tête comme un chien battu. Mais je n'en avais pas terminé. Nathalie pensait pouvoir mettre fin à 12 ans de vie commune avec un message vocal et se cacher derrière des murs juridiques. Elle avait oublié à qui elle avait affaire. J'ai quitté le cabinet avec un seul objectif. Tout découvrir. Qui d'autre? Quand? Où? Pourquoi? Et quand je suis rentré à la maison, j'ai ouvert son ordinateur portable.
Elle ne s'était même pas déconnectée de son compte iCloud. Une erreur de débutante. Les messages m'ont percuté comme des balles, des fils de discussion avec des noms que je ne connaissais pas. Certains étaient courts, viens ce soir. Il n'est pas là. D'autres étaient longs, poétiques, voire romantiques. Mais un message est sorti du lot. Il venait d'un certain Julien. Ton mari ne se doute de rien, hein? Ne t'inquiète pas. Je te tiendrai encore chaud demain soir. En pièce jointe se trouvait une photo, un selfie pris dans un miroir. Nathalie, portant ma chemise, avec le bras d'un homme enroulé autour de sa taille. Je n'ai même pas senti mon corps réagir. J'ai juste fixé l'écran. C'était ma chemise. C'était notre chambre. C'était sa trahison capturée en pixels. Je ne me souviens pas combien de temps je suis resté planté là. Peut-être des minutes, peut-être une heure. Mais une chose était claire. Ce n'était pas une erreur d'une nuit. C'était une double vie qu'elle avait bâtie dans mon dos. Et elle continuait de jouer. Sauf que maintenant, moi aussi. Et je ne jouais pas pour perdre. Je n'ai pas dormi cette nuit-là. Je suis resté allongé dans notre lit, mon lit, celui où elle s'était probablement roulée avec ses autres types, regardant le ventilateur de plafond fendre le silence comme une lame lente et moqueuse. Son oreiller sentait encore son parfum de luxe. Cette odeur de vanille et de noix de coco que j'adorais me retournait maintenant l'estomac. Au petit matin, j'avais épluché tout son compte iCloud. Messages, notes, historique d'appels, photos. Elle n'essayait même pas de se cacher. Il y avait au moins 3 autres noms en plus de l'avocat, qui avaient tous eu droit à leur petite part de Nathalie, Cédric, Julien et Damien. Damien était un nom que je connaissais, un soi-disant ami. J'ai fixé un message qu'elle lui avait envoyé il y a tout juste 2 semaines. Étienne est de nouveau distant. Je crois qu'il sait, mais il a trop peur de l'admettre. Tu m'as toujours fait me sentir vivante. Lui n'a jamais su. J'avais passé le mois dernier à organiser une cérémonie de renouvellement de nos vœux. Elle pensait que j'étais distant. Non, j'étais concentré sur l'idée de bâtir quelque chose de plus fort. Il s'est avéré qu'elle se construisait une porte de sortie avec chaque homme qui lui prêtait attention. À 10 heures, elle a appelé. J'ai failli ne pas répondre, mais la curiosité a été la plus forte. J'espère que tu as vu l'avocat, a-t-elle dit, la voix douce comme du miel recouvrant un poignard. C'est pour le mieux, Étienne. Tu n'as pas l'air très effondré, ai-je rétorqué. Un silence, puis un ricanement. J'ai cessé d'être effondré la 3e fois où je t'ai supplié de me toucher et que tu t'es détourné. Typique de Nathalie. Déformer la réalité. Se faire passer pour la victime. J'avais organisé un voyage à Paris pour toi, ai-je dit d'un ton neutre. J'ai versé un acompte pour ce stupide domaine viticole où tu disais rêver de prendre ta retraite. J'ai préparé le dîner tous les dimanches, même quand tu faisais comme si ma présence t'agaçait. Étienne, a-t-elle commencé? Non, laisse-moi finir. Je t'ai tenu dans mes bras la nuit quand tu pleurais la mort de ta sœur. J'ai payé la caution de ton frère quand il s'est fait arrêter. J'ai menti à mes propres parents pour toi, et tu me remercies de cette façon. Tu ne comprends rien, a-t-elle cinglé. Tu ne m'as jamais comprise. Le venin dans sa voix ne me surprenait même plus. Tu n'es même pas en colère que j'ai découvert la vérité, ai-je dit. Tu es en colère parce que maintenant, c'est moi qui décide de la façon dont cela va se terminer. Elle a raccroché. C'est à cet instant que j'ai réalisé que Nathalie n'était pas anéantie par la fin de notre mariage. Elle était anéantie d'avoir perdu le contrôle. Plus tard dans l'après-midi, j'ai envoyé un SMS à Damien. Une seule phrase. Nous devons parler. Tu as 30 minutes pour me rejoindre au bar de la rue de la République, ou bien je débarque à ton bureau. Il s'est pointé en 20 minutes. Il est entré, vêtu d'un polo, comme s'il s'agissait d'un simple verre informel entre vieux amis. J'ai attendu qu'il s'assoie, puis j'ai fait glisser mon téléphone sur la table. Le fil de discussion entre lui et Nathalie était ouvert. Il a lu quelques lignes, puis s'est figé. Je peux tout expliquer, a-t-il balbutié. J'ai ri. J'ai vraiment ri. Non, tu ne peux pas. Mais vas-y, essaie. Sors-moi la phrase toute faite, ça s'est fait comme ça. Il m'a regardé dans les yeux, la honte envahissant son visage. Elle m'a dit que vous étiez déjà séparés. Elle disait que ce n'était plus qu'une formalité.
Arrête. Je me suis levé. Il a tressailli, s'attendant à recevoir un coup de poing. Mais je ne lui ai pas donné cette satisfaction. Tu étais chez moi, Damien. Tu me regardais dans les yeux à chaque fois que tu couchais avec elle. Ne m'envoie plus jamais de messages. Ne m'appelle plus. Et si je te vois près de chez moi, je jure que j'oublierai à quel point la prison me fait peur. Il avait l'air de vouloir me supplier. Je m'en moquais. Je suis sorti. Quand je suis rentré à la maison, sa voiture n'était pas dans l'allée. J'ai fait changer les serrures de toute façon. Je me suis assis sur le canapé avec une bouteille de bourbon et j'ai contemplé le silence autour de moi. Avant, cette maison était bruyante. Des rires, des disputes, de la musique. Maintenant, elle résonnait de trahison. Plus tard dans la soirée, j'ai reçu un email de Nathalie. Ni bonjour, ni excuse, juste, j'enverrai quelqu'un récupérer mes affaires. Ne rends pas les choses plus difficiles qu'elles ne doivent l'être. Je n'ai pas répondu. À la place, j'ai rouvert son application de messagerie. Je ne cherchais même pas de nouvelles preuves. Je voulais juste comprendre pourquoi, et c'est là que je l'ai trouvé. Un brouillon de mail non envoyé, adressé, à qui de droit. Je vous écris pour transférer formellement les parts d'Étienne Dubois dans la société Horizon Design SARL, comme convenu. Elle ne faisait pas que me tromper. Elle essayait de s'emparer de l'entreprise que j'avais bâtie de mes propres mains. Tout s'emboîtait désormais. Son soudain intérêt pour nos finances, ses sourires hypocrites quand je parlais de nous agrandir. Les soirs où elle rentrait tard du bureau. Ce n'était pas qu'une simple trahison, c'était une déclaration de guerre, et elle pensait avoir déjà gagné, mais le jeu ne faisait que commencer. Le lendemain matin, j'ai consulté mon avocat. Pas le genre qu'on trouve sur une affiche publicitaire ou dans un prospectus. J'ai fait appel à maître Richard Dumont. De la vieille école, perspicace, au sang-froid, le genre d'homme qui ne sourcille pas quand les choses se gâtent. Il s'était déjà occupé de l'un de mes litiges commerciaux par le passé, et je savais qu'il avait l'estomac assez accroché pour ce qui allait suivre. J'ai tout déballé. Les messages, les emails, le brouillon non envoyé, et même un enregistrement vidéo de son activité sur iCloud. Il ne m'a pas interrompu. N'a pas eu l'air surpris. Il s'est contenté de hocher la tête et de prendre des notes. Quand j'ai eu terminé, il s'est enfoncé dans son fauteuil en cuir et a déclaré « Elle est brouillonne. C'est une bonne chose. Ça veut dire qu'elle est arrogante, mais elle est aussi dangereuse, Étienne. Si elle s'attaque aux actifs de l'entreprise, nous devons frapper les premiers. Elle essaie de me détruire de l'intérieur, ai-je dit. Je veux qu'elle sache que je suis au courant de tout. Je veux qu'elle le sente passer. » Richard a souri. Le genre de sourire qu'affichent les loups avant de mordre. Alors commençons par geler les parts de l'entreprise. Je dépose une injonction aujourd'hui, et de votre côté, vous allez faire quelque chose d'encore plus important. Quoi donc? Vous allez faire comme si vous ne saviez rien. J'ai marqué une pause. Vous voulez que je continue à faire l'idiot? Exactement. Laissez-la tomber dans son propre piège. J'ai quitté son cabinet plus calme que je ne l'avais été depuis des jours. Non pas parce que tout était réglé, mais parce que j'avais enfin repris le contrôle, et elle ne se doutait absolument pas qu'il était en train de lui filer entre les doigts. Ce soir-là, Nathalie est passée à l'improviste. Ses talons claquaient sur le parquet comme si les lieux lui appartenaient. Elle portait cette stupide veste en cuir que je lui avais achetée à Cannes. Rouge à lèvres parfait, attitude encore plus tranchante. Je suis venu récupérer des affaires, a-t-elle lancé sèchement. Je n'ai même pas scié, j'ai simplement hoché la tête et je l'ai suivie alors qu'elle traversait la maison, ouvrant des tiroirs, fouillant dans les placards. Elle se déplaçait comme une voleuse qui faisait mine d'être chez elle. Dans le couloir, elle s'est arrêtée devant la photo de notre mariage, toujours accrochée au mur. Elle l'a fixée un instant. Tu souriais comme ça, avant, a-t-elle lâché avec une pointe de nostalgie. Toi aussi, ai-je répondu. Son visage s'est immédiatement durci. Tu étais froid, Étienne. Tu m'as repoussé. Nous y voilà, ai-je marmonné. Le scénario tout prêt. Quel scénario? Les mêmes excuses que tu as sans doute servi aux autres. Il était froid. Il était distant. Il ne me comprenait pas. Tu crois que ça justifie de fricoter en cachette avec 4 hommes différents? Elle s'est retournée, la mâchoire crispée.
Je ne me suis pas caché. J'ai survécu. J'ai ri. J'ai vraiment ri. Tu as survécu dans des suites d'hôtels parisiens, avec du champagne et des bains moussants. Tu ne comprends rien, a-t-elle dit, la voix montant d'un ton. Je t'ai supplié de me voir. Tu n'étais pas invisible, Nathalie. Tu t'ennuyais, et au lieu d'arranger les choses comme une putain d'adulte, tu as écarté les cuisses pour des inconnus. Elle a plissé les yeux et sa voix est devenue un sifflement. Fais attention, Étienne. Tu n'es pas non plus complètement innocent. Je me suis approché, calme, mais glacial. Oh, je suis largement coupable. Coupable de t'avoir fait confiance. Coupable d'avoir construit ma vie autour de quelqu'un qui s'occupait de la réduire en cendres. Elle a essayé de passer en force, mais j'ai bloqué le couloir. Tu ne t'es pas contenté de me tromper, ai-je dit. Tu avais tout prémédité. Tu as essayé de me voler. Son visage s'est contracté pendant une seconde à peine. C'est là que j'ai su qu'elle avait compris que j'avais trouvé le brouillon de l'email. Tu bluffes, a-t-elle assuré. Je n'ai rien dit. Elle m'a dépassé sans ajouter un mot, a attrapé sa valise et est partie. Alors que la porte claquait derrière elle, je suis resté là, dans le silence, le cœur battant à tout rompre, mais les mains fermes. Cette nuit-là, je n'ai pas bu. Je n'ai pas fait défiler les messages. Je n'ai pas pleuré. J'ai sorti un stylo et du papier, et j'ai commencé à écrire tout ce dont je me souvenais. Chaque nom, chaque événement, chaque foutue date. Richard m'avait dit de construire la chronologie de l'histoire. C'est donc ce que j'ai fait. 2 jours plus tard, on a frappé à ma porte. Ce n'était pas Nathalie. C'était la police. Monsieur Dubois. Oui. Nous avons un mandat de perquisition pour vos appareils électroniques. Une plainte a été déposée par Madame Dubois. Elle affirme que vous avez piraté ses comptes personnels et proféré des menaces. J'ai failli rire au nez de l'agent. Mais je me suis retenu. À la place, je leur ai tendu mon téléphone déverrouillé et j'ai dit, tout est là-dedans. Vous y trouverez bien plus que ce qu'elle imaginait. L'un d'eux a semblé confus. L'autre avait l'air agacé. Elle joue sur tous les tableaux, ai-je précisé. Assurez-vous de vérifier le compte iCloud. Il fait toujours partie de notre abonnement familial. Rien n'a été piraté. Elle ne s'est tout simplement jamais déconnectée. Ils sont repartis avec mon téléphone. Et j'ai pris conscience jusqu'où elle était prête à aller. Fausses accusations, pièges juridiques, mensonges empilés sur d'autres mensonges. Mais désormais, je ne réagissais plus. J'étais en pleine chasse. L'appel de Richard est arrivé le lendemain matin. Elle a déposé une demande d'ordonnance d'éloignement, a-t-il annoncé, sans la moindre trace de surprise dans la voix. Elle prétend que vous l'avez menacée de mort. Je n'ai même pas scié. Typique. Elle essaie de me coincer. Et maintenant? Nous déposons un recours. Votre dossier est propre. Et j'ai déjà envoyé au tribunal les preuves démontrant l'accès partagé au compte. Elle ne s'est jamais déconnectée. Elle a présumé de ses forces. Bien, ai-je marmonné, parce que j'en ai fini de jouer sur la défensive. Le soir même, je suis allé voir sa mère. Oui, sa mère. Sylvie, une femme qui m'avait toujours regardé comme si j'étais l'employé de maison qui prenait un peu trop ses aises. Mais cette fois, en m'ouvrant la porte, elle a paru hésitante. Sans maquillage, sa robe de chambre à peine nouée, les cheveux en bataille, pas très digne de Sylvie, tout ça. Vous ne devriez pas être ici, a-t-elle dit en entr'ouvrant à peine la porte. Je sais, mais il faut que vous entendiez ça. Elle a essayé de refermer, mais j'ai plaqué ma main contre le battant. Sans forcer, juste fermement. Je ne suis pas là pour chercher querelle. Je suis là parce que je crois que votre fille est en train de perdre la tête et qu'elle entraîne d'autres personnes dans sa chute. Son regard a fui. Nathalie m'a dit que vous deveniez instable. Obsessif. J'ai gloussé. C'est ça. C'est moi l'obsessif. C'est pour ça qu'elle a couché avec son avocat, mon associé et 2 types rencontrés sur Instagram. Sylvie s'est figée. Elle ne le savait pas. J'ai pu le lire dans ses yeux à la seconde même où l'image soignée de sa fille parfaite s'est fissurée. Elle essaie de s'emparer de mon entreprise, Sylvie. Elle a porté de fausses accusations. Elle ment à la justice. Vous l'avez élevée. Dites-moi,
est-ce que cela ressemble à quelque chose dont Nathalie serait capable? Silence. Puis Sylvie a reculé et m'a laissé entrer. Je me suis assis sur le bord de son canapé blanc de créateur pendant qu'elle se servait du vin. Pas par politesse, mais pour calmer ses nerfs. Je savais qu'elle était malheureuse, a fini par lâcher Sylvie. Mais ça, c'est de la folie. Elle vous a dit que j'étais violent, n'est-ce pas? Le silence de Sylvie était une réponse suffisante. Elle construit son récit pièce par pièce. Comme ça, quand tout s'effondrera, elle s'en sortira en passant pour la victime. Elle est en train de planter le décor. Sylvie a bu une gorgée de son vin. Elle a appris de la meilleure. J'ai relevé la tête. Que voulez-vous dire? Elle m'a vu faire la même chose à son père. À une différence près. Lui n'a jamais rien vu venir. J'ai quitté son domicile transi de froid. Pas à cause de la météo, mais parce que je comprenais le schéma, maintenant. Nathalie n'était pas brisée. Elle avait été forgée ainsi, calculatrice. Et je l'avais sous-estimée depuis le tout premier jour. Plus tard cette nuit-là, j'ai reçu un message d'un numéro que je ne connaissais pas, tu ne me connais pas, mais j'ai fréquenté Nathalie quelques fois. Si tu es bien celui que je crois, son mari, je pense qu'on devrait discuter. En pièce jointe, il y avait une photo. Nathalie, dans une robe rouge que je ne lui connaissais pas, pelotonnée sur les genoux d'un homme en sweat à capuche noire. Son visage à lui était partiellement caché. Elle arborait une expression suffisante, comme si elle le possédait. Comme si la nuit lui appartenait. J'ai appelé le numéro. Il a décroché. Oui, c'est Étienne. Un blanc. Puis, je m'en doutais. Qu'est-ce que tu veux? Je n'essaie pas de me mêler de tes histoires, mais elle m'avait assuré qu'elle était divorcée. Je n'ai découvert la vérité que la semaine dernière. Elle est dangereuse, mec. Elle m'a raconté que son ex, c'est-à-dire toi, était violent, possessif et émotionnellement mort. Elle s'est jouée de moi et quand j'ai appris la vérité, j'ai tout arrêté. Elle l'a très mal pris. T'es qui? Je m'appelle Maxime. Je suis barman au Club 11. On s'est rencontrés là-bas. Elle m'a dit qu'elle était enfin libre. Si je l'ai cru, c'est uniquement parce qu'elle était diablement convaincante. Qu'est-ce que tu attends de moi? Rien. Fais juste attention à toi. Elle a perdu la raison. Et quand elle sent que le contrôle lui échappe, elle attaque. La ligne a coupé. Je suis resté assis dans le noir, les poings serrés, l'esprit en ébullition. Elle partait en vrille, et les gens qui partent en vrille ne s'effondrent jamais en silence. Le lendemain, je me suis réveillé pour découvrir mon pare-brise fracassé. Une pierre trônait encore sur le capot. Aucun mot, aucun témoin. Une coïncidence? Aucune chance. J'ai visionné les images de la caméra de sécurité que j'avais installée le mois précédent, une dont elle ignorait l'existence. Et elle était là, au beau milieu de la nuit, les cheveux attachés, portant des gants, jetant la pierre, puis s'éloignant nonchalamment, comme s'il s'agissait d'un mardi ordinaire. Aucune hésitation, aucune peur, juste une destruction de sang-froid. Elle ne savait pas encore que je possédais cet enregistrement. Mais elle l'apprendrait bien assez tôt, car j'avais désormais tout ce dont j'avais besoin. Des preuves, un mobile, une chronologie, des témoins. Elle voulait la guerre. Eh bien, elle allait la voir. J'ai envoyé la vidéo par email à Richard à 6h pile. Aucun texte, juste le fichier. Il a répondu dans l'heure. C'est le coup de grâce. Nous portons plainte pour vandalisme et nous nous en servirons pour faire annuler son ordonnance d'éloignement. Nous la présenterons également lors de la procédure de divorce pour prouver son comportement. Beau travail, Étienne. Vous la tenez à la gorge. Pourtant, je ne souriais pas. Rien de tout cela ne ressemblait à une victoire. C'était juste une marche lente et méthodique à travers les flammes, et la chaleur me couvrait encore de cloques. Plus tard dans la journée, j'ai reçu une notification. Nathalie avait posté une photo sur Instagram. Elle, en compagnie d'un type quelconque sur un yacht. La légende, nouveau départ. Enfin libre. C'était tellement calculé que c'en était risible. Le monde entier était censé croire que j'étais le conjoint toxique. Qu'elle s'échappait enfin d'une prison de souffrance imaginaire. Quelques amis communs ont aimé la publication.
Certains ont même commenté, fier de toi. Tu mérites le bonheur. Ils ignoraient qu'elle avait vandalisé ma voiture la nuit précédente. Ils ignoraient qu'elle couchait avec son avocat pendant que je préparais le dîner pour notre anniversaire de mariage. J'ai commencé à recevoir des SMS de vieux amis, des personnes à qui je n'avais pas parlé depuis des mois. La moitié d'entre eux voulaient des ragots. L'autre moitié prenait de mes nouvelles, feignant de s'inquiéter, alors qu'en réalité, ils voulaient juste des détails croustillants. Mais un message s'est distingué des autres. Il venait de Jérôme, mon colocataire de l'université. Mon témoin de mariage. Salut mec, j'ai tout vu. Je voulais juste te dire que je ne lui ai jamais fait confiance. Je me suis dit que tu devais le savoir, elle m'a fait des avances une fois, en 2019. Je ne voulais pas gâcher votre relation, alors je n'ai rien dit. Désolé. J'ai lu ce message 5 fois. Elle avait dragué mon meilleur ami. En 2019, nous essayions d'avoir un enfant. Nous regardions les crèches, les prénoms de bébés, et elle essayait de sauter dans le pantalon de Jérôme. Je l'ai appelé. Il a décroché aussitôt. Étienne, je ne voulais pas te le dire à l'époque. Je m'étais dit que c'était juste un égarement sous l'effet de l'alcool, et que j'avais peut-être mal interprété. Qu'est-ce qu'elle a dit? Elle m'a dit que tu étais ennuyeux au lit. Qu'être avec quelqu'un qui prenait les choses en main lui manquait. Ensuite, elle a ri comme si c'était une blague, mais je voyais bien que ce n'en était pas une. J'ai expiré lentement. Merci de me le dire maintenant. J'aurais dû le faire plus tôt. Je sais. Je suis désolé. Ça n'avait plus aucune importance. Rien ne pouvait plus me choquer à ce stade. J'avais affaire à une manipulatrice professionnelle. Quelqu'un qui ne se contentait pas de trahir les gens. Elle les brisait par pur plaisir. Ce soir-là, je suis passé en voiture devant le Club 11. Pas pour voir Maxime, le barman qui m'avait prévenu, mais parce que je voulais voir si Nathalie s'y trouvait. Si elle était de sortie, jouant son nouveau rôle et vivant sa fausse liberté. Et elle était là, assise en terrasse, les jambes croisées, un cocktail à la main, portant la même robe que celle qu'elle avait mise pour la fête de Noël de mon entreprise l'année précédente, riant avec un type vêtu d'une chemise moulante et d'une chaîne en or. Elle paraissait radieuse, sûre d'elle, telle la reine de son propre petit royaume. Je l'ai observée depuis l'autre côté de la rue, dissimulée dans l'ombre. Mon téléphone a vibré dans ma poche. C'était encore Richard. L'audience au tribunal a été avancée à lundi. Soyez prêts. Je suis rentré chez moi sans dire un mot. Je ne me suis pas arrêté pour manger. Je n'ai même pas allumé la radio, car ma seule pensée allait à la salle d'audience, me retrouver face à elle, et voir si elle parviendrait encore à mentir avec ce même sourire suffisant sous le regard d'un juge. Lundi est arrivé vite. Je suis entré dans ce tribunal vêtu de mon plus beau costume. Pas d'avocat à ses côtés cette fois-ci. Apparemment, elle avait largué Laurent après que les choses se soient trop compliquées. Elle est entrée seule, tout de blanc vêtue, telle une sorte d'ange ressuscité. L'ironie de la situation m'a presque fait rire aux éclats. Elle ne m'a pas regardé une seule fois, mais je ne l'ai pas quitté des yeux. J'ai étudié le moindre de ses tics, chaque faux sourire adressé au greffier, chaque coup d'œil calculé autour de la pièce. Lorsque son nom a été appelé et qu'elle s'est avancée, je jure que l'atmosphère a changé. La juge n'a pas perdu de temps. Richard a présenté les images, les emails, les SMS, la chronologie, la tentative de transfert des parts de ma société, la demande d'ordonnance d'éloignement dénuée de fondement, puis il a lancé la vidéo. Nathalie, au beau milieu de la nuit, fracassant mon pare-brise. À la fin de la vidéo, le silence était lourd. La juge a ajusté ses lunettes, a parcouru son dossier, puis a finalement regardé Nathalie. Madame Dubois, avez-vous quelque chose à ajouter avant que je ne rende ma décision? Nathalie a redressé le dos, arboré ce regard de victime tant répété, puis a ouvert la bouche pour parler. Mais avant qu'elle n'ait pu prononcer un mot, la porte de la salle d'audience s'est ouverte, et Maxime est entré. Il n'a rien dit. Il s'est simplement approché de la greffière, lui a tendu un dossier et m'a pointé du doigt. Témoin cité à comparaître, a-t-il déclaré. Le visage de Nathalie est devenu d'une blancheur cadavérique, et je me suis adossé à ma chaise, laissant enfin le coin de ma lèvre s'étirer. C'était à son tour de brûler maintenant. Elle n'a pas dit un mot pendant le reste de l'audience. Lorsque Maxime s'est installé à la barre des témoins, la tension dans la salle a saisi tout le monde à la gorge.
Même la juge s'est légèrement penchée en avant, devinant ce qui se préparait. Richard s'est levé et s'est approché de lui. Veuillez décliner votre identité complète pour le procès-verbal. Maxime Harel. Et comment connaissez-vous l'accusé? Nathalie Dubois. Je l'ai rencontrée au Club 11. Je suis barman là-bas. Elle y venait souvent, d'abord avec des amis, puis seule. Richard a hoché la tête, lent et méthodique. Pouvez-vous décrire votre relation avec elle? Maxime a remué sur son siège. Sa voix est restée assurée. Nous avons eu une liaison. Elle m'avait dit qu'elle était divorcée. Qu'elle avait un mari toxique, possessif, froid. Je l'ai cru. J'ignorais totalement qu'elle était encore mariée. A-t-elle déjà mentionné le prénom de son mari? Oui, Étienne. Je n'ai pas bronché. A-t-elle déjà exprimé de la colère à son égard? Fait des menaces. Maxime a hésité, puis a répondu, elle disait vouloir le ruiner. Qu'elle en avait marre d'attendre que le karma fasse son œuvre et qu'elle s'en chargerait elle-même. Un murmure a parcouru la salle d'audience. La juge a levé la main. Monsieur Harel, avez-vous des preuves de ce que vous avancez? Oui, j'ai apporté des captures d'écran, des messages vocaux, et même une vidéo qu'elle m'a envoyée un jour, où elle riait en fouillant dans ses dossiers professionnels. La greffière a pris les documents et les a transmis à la juge. Nathalie semblait pétrifiée, comme si son corps avait oublié comment respirer. Richard a pris une inspiration. Une dernière question, monsieur Harel. Pourquoi êtes-vous venu aujourd'hui? Maxime m'a regardé droit dans les yeux. Parce que j'ai découvert la vérité, et que je refuse de laisser quelqu'un se servir de moi pour détruire la vie d'un homme bien. C'était tout. C'est à cet instant que j'ai senti la bascule. L'empire de Nathalie, bâti sur la séduction et les mensonges, a commencé à se fissurer. Elle n'a pas protesté, n'a pas pleuré. Elle est restée là, silencieuse, alors que la juge se penchait en avant et déclarait, « Madame Dubois, d'après les preuves présentées, vos affirmations ne sont pas seulement infondées. Elles semblent être une tentative de représailles. L'ordonnance d'éloignement est rejetée. Toute nouvelle fausse accusation pourra faire l'objet de poursuites pénales. De plus, votre conduite sera prise en compte lors de la procédure de divorce. » Un coup de marteau a retenti. Elle s'est tournée pour partir, non sans m'avoir jeté un dernier regard. Ses yeux n'étaient plus froids, ni suffisants, juste vides, comme si le masque avait fini par tomber et qu'elle ne se reconnaissait plus elle-même en dessous. Je ne l'ai pas suivie, je n'ai pas dit un mot. À l'extérieur du tribunal, Maxime est venu vers moi. J'espère que ça a aidé. Oui. Il a hoché la tête. Si jamais tu as besoin d'autre chose, n'hésite pas. Je te dois bien ça pour m'avoir montré qui elle était vraiment. Puis il est parti. Je suis resté là un moment, dans le vent glacial du début d'après-midi, à regarder les voitures passer. Les gens marchaient comme si rien au monde n'avait changé. Mais pour moi, tout avait changé. Plus tard dans la soirée, la Lexus blanche de Nathalie avait disparu de l'allée. Probablement pour de bon cette fois. J'ai marché lentement à travers la maison, comme s'il s'agissait de ruines antiques. Des traces d'elle persistaient encore. Des parfums, des souvenirs, des échos. J'ai ouvert le placard. Son côté était vide. Bien. Je me suis servi un verre, je me suis assis sur la terrasse arrière et j'ai regardé le soleil disparaître derrière les arbres. Puis, mon téléphone a vibré. Un message d'elle. Tu as gagné. J'espère que tu es fier de toi. J'ai fixé l'écran, puis j'ai répondu, je ne suis pas fier. Je suis juste libre. Je l'ai bloqué dans la foulée. La semaine suivante est passée à toute vitesse. Richard a tout déposé. Nous avons bloqué son accès à tous les actifs. Elle a tenté de contre-attaquer une fois de plus, mais cette fois-ci, personne ne l'a écoutée. Son image s'était brisée irrémédiablement. Tout le monde voyait la vérité désormais. Même certains de nos amis communs se sont excusés, affirmant qu'ils ne savaient pas, qu'ils avaient cru ces histoires parce qu'elles semblaient toujours si crédibles. C'est ça le problème avec les gens comme elle. Ils ne se contentent pas de mentir, ils se mettent en scène. Mais la représentation était désormais terminée. Un soir, je me suis assis et j'ai écrit une lettre à moi-même, juste pour vider mon sac. J'ai écrit sur chaque instant où j'avais ignoré mon instinct. Chaque fois qu'elle m'avait rabaissé et que j'avais encaissé.
Chaque fois où je m'étais dit, elle est juste fatiguée, ou, ce n'est sans doute rien, alors qu'au fond de moi, je savais. Puis, j'ai brûlé cette lettre dans le brasero. J'ai regardé les flammes dévorer chaque mot jusqu'au dernier. Et dans ce silence, dans cette lueur, j'ai réalisé une chose que je ne pensais plus jamais ressentir. La paix. Une putain de paix absolue. Je n'ai pas eu de ces nouvelles pendant un certain temps après ça. Les semaines ont passé. Pas d'appel. Pas de message, pas d'avocat frappant à ma porte. Et l'espace d'un instant, j'ai cru que c'était vraiment fini. Qu'elle était peut-être passée à sa prochaine cible, quelqu'un d'autre à mener par le bout du nez, quelqu'un de plus stupide ou de plus désespéré, quelqu'un qui n'avait pas encore regardé derrière le rideau. Mais j'ai reçu un email, qui ne venait pas d'elle. Cette fois, c'était un nom que je ne connaissais pas. Objet, vous devez voir ça. Le corps du message était court. Vous ne me connaissez pas, mais je travaille dans l'immobilier. Votre femme, ou ex-femme, vient d'essayer de mettre en vente votre maison d'Annecy à son nom. Elle a affirmé que vous la lui aviez cédée dans le cadre de votre séparation. Je suppose que c'est un mensonge. En pièce jointe, il y avait un document scanné. Une fausse signature. La mienne. Je suis resté assis là pendant une bonne minute, clignant des yeux devant l'écran, le cœur froid, mais même plus surpris. Juste fatigué. Fatigué de ces jeux. Fatigué de devoir nettoyer les dégâts d'une femme qui traitait l'honnêteté comme un costume qu'elle pouvait enfiler et retirer à sa guise. J'ai transféré l'email à Richard avec une seule phrase, elle essaie encore. 15 minutes plus tard, mon téléphone sonnait. La voix de Richard ressemblait au bruit de couteau que l'on aiguise. Nous déposons plainte demain. Fraude, tentative de vol. Qu'elle essaie donc d'expliquer ça. Je ne crois même plus que ça lui importe, ai-je grommelé. Elle ne joue plus pour gagner. Elle joue juste pour détruire. Elle joue comme quelqu'un qui sait qu'elle a déjà perdu, a rétorqué Richard. Cela la rend dangereuse, mais prévisible. Et il avait raison, car 2 jours plus tard, je l'ai revue, ni au tribunal, ni dans la rue, mais aux informations. C'était un petit reportage noyé au milieu du journal du soir. Une arrestation policière dans un hôtel de luxe du centre-ville. Une femme interpellée pour ivresse sur la voie publique, destruction de biens et agression sur le personnel de l'hôtel. Je me suis penché vers l'écran. Elle était là. Les images granuleuses de la caméra de sécurité montraient Nathalie, pieds nus, les cheveux ébouriffés, hurlant à la réception tandis qu'un vase se fracassait derrière elle. Le présentateur a lu son nom d'un ton détaché, comme s'il s'agissait d'une banale crise du mardi soir. Et je n'ai pas ressenti de joie. Pas tout à fait. C'était quelque chose de plus profond, comme un soulagement mêlé à un sentiment d'achèvement. Elle s'était enfin effondrée sous le poids de ses propres mensonges. Et ce n'était pas moi qui l'avais mise à terre. Elle s'en était chargée toute seule. Le jour suivant, j'ai reçu un message vocal de son numéro. Je l'ai laissé filer sur le répondeur. Sa voix était éraillée, pâteuse. J'ai tout perdu. Tu es content? Tu as monté tout le monde contre moi. Je t'aimais, Étienne. Tu étais juste trop aveugle pour le voir. Peut-être que si tu avais été un peu plus un homme, je n'aurais pas eu à chercher ce dont j'avais besoin ailleurs. Clic et je l'ai effacé. Parce que ce dont elle avait besoin, ça n'avait jamais été d'amour. C'était de pouvoir, de contrôle, d'adoration. Et quand j'ai arrêté de lui donner tout ça, elle l'a trouvé ailleurs. Avec d'autres hommes, avec des mensonges, avec du drame. L'endroit importait peu, tant qu'elle en était le centre. Je suis sorti. Le temps avait changé. Il faisait plus frais, maintenant. L'air était pur. Le genre de journée qui donne envie de faire un long trajet en voiture, les fenêtres grandes ouvertes, sans penser à rien. Je suis resté assis dans ma voiture un moment, fixant ce quartier que je pensais parfait. La maison à la boîte aux lettres rouges, là où Nathalie flirtait avec le voisin pendant que j'étais à l'intérieur en train de préparer le dîner. L'impasse où nous marchions main dans la main, feignant le bonheur pour les beaux yeux des autres. Tout semblait plus petit désormais, comme si l'illusion avait été dissipée. Et à la place, je voyais la vérité. Pas l'immonde trahison, pas les mensonges, ni même son chaos. La vérité, c'était ça, j'y avais survécu. Elle m'avait tout balancé à la figure. La tromperie, la manipulation, la trahison, le système judiciaire.
Et j'étais toujours là, plus fort, plus vif, seul, mais pas brisé. Je n'ai pas répondu à son message vocal. Je n'ai pas répondu au dernier email désespéré de son avocat réclamant une ultime discussion. Je ne lui ai rien envoyé lorsque j'ai officiellement vendu la maison d'Annecy et changé le nom de l'entreprise. Ainsi, elle ne portait plus l'héritage des Dubois. J'ai simplement continué d'avancer, car le passé ne reviendrait pas, et je refusais de l'inviter à nouveau, pas même pour lui faire mes adieux. Les papiers finaux sont arrivés quelques semaines plus tard. Une épaisse enveloppe s'est glissée dans ma boîte aux lettres, tombant avec le bruit sourd d'un marteau de jus silencieux. À l'intérieur, le divorce était prononcé. L'entreprise m'appartenait. Aucun bien partagé, aucune pension alimentaire, juste une rupture nette, signée et scellée. Je me tenais devant le comptoir de la cuisine, fixant la signature au bas de la page. Son nom, toujours écrit avec ce faux petit cœur au-dessus du « i ». Même à la fin, elle voulait laisser son empreinte. J'ai souri, secoué la tête et jeté le dossier dans le tiroir. Pas par sentimentalisme, juste pour me rappeler, lors des jours sombres, ce à quoi j'avais survécu. Quelques mois ont passé. J'ai repris des forces, j'ai mieux dormi, j'ai recommencé à manger de vrais repas, je suis sorti plus souvent. J'ai même ri sans avoir l'impression que c'était emprunté à la vie de quelqu'un d'autre. Et doucement, le bruit s'est estompé. Les SMS ont cessé. Les murmures en ville se sont tus. Les gens sont passés à autre chose, tout comme moi. Mais je n'ai jamais oublié. Je me suis souvenu de la façon dont elle riait tout en me poignardant dans le dos. Je me suis souvenu de la rapidité avec laquelle elle pouvait feindre de pleurer. Je me suis souvenu du vide dans ses yeux quand elle a compris qu'elle n'avait plus aucune emprise sur moi. Et j'ai appris. J'ai appris que l'amour sans le respect est une bombe à retardement. J'ai appris que le silence peut être plus violent que les cris. J'ai appris que certaines personnes ne sont pas brisées, elles sont conçues pour briser les autres. J'ai aussi appris autre chose. Je ne suis plus l'homme que j'étais avant elle. Cet homme-là était plus doux, plus confiant. Il voulait voir le bon côté de chacun, même quand il n'y en avait pas. Cet homme est mort la nuit où il a épluché ses messages et réalisé que chaque « je t'aime » n'était qu'une représentation théâtrale. Mais l'homme qui se tient debout aujourd'hui, lui, voit clair. Il connaît sa valeur. Il ne supplie pas. Et il ne laissera jamais quelqu'un d'autre écrire son histoire. À tout homme qui lirait ceci, assis dans le même brasier que le mien, confus, en colère, tremblant de questions qui n'auront jamais de réponse, je dirais ceci. Ne cherchez pas à obtenir des explications de la part de quelqu'un qui vous a mis en pièces. Ne vous battez pas pour essayer de comprendre une personne qui a menti sans ciller et qui souriait en le faisant. Au lieu de cela, reconstruisez-vous lentement, brutalement, avec détermination. Car une fois que vous vous serez extirpé des décombres, vous regarderez en arrière, non pas avec douleur, mais avec force.